Bonjour à tous et bienvenue dans le Critique Ciné ancienne version numéro 15 avec toujours un peu la crève, avec encore 13 vidéos à faire, 13 jours. Il faut que je tienne encore 13 jours. Et puis après j'aurai rentabilisé, j'aurai finalisé ce que je voulais, j'aurai mis tous mes vidéos de cinéma, je pourrais regarder les films au jour le jour et en parler tranquillement. Je commence avec l'énumération des films qui y aura dans cette présente vidéo. Le premier film est Brothers, il est classé en genre psychologique drame. Le second film est Beauté cachée, il est classé en genre psychologique, drame, film spirituel. Le troisième film est Be Happy. Il est classé en genre comédie, psychologique, drame et film un peu inclassable. Le quatrième film est De toutes nos forces. C'est un film français. Il est classé en genre drame, psychologique, comédie, action. Le cinquième film est Oh My God. Il est classé en genre comédie, biopic, psychologique. Le sixième film et Patterson, il est classé en genre drame, psychologie, poétique. Le septième film est Nerve, il est classé en genre action, anticipation, science-fiction. Le huitième film est AI, intelligence artificielle, il est classé en genre fantastique, science-fiction, anticipation. Et le neuvième film enfin est Rock'n'Roll, il est classé en genre comédie, c'est un film français. Et voilà pour cette critique ciné ancienne version numéro 15. À demain pour le critique ciné ancienne version numéro 16. Merci à vous et à bientôt. Le prochain film est Brothers. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Sam et Grace qui forment un couple heureux. Ce sont les parents de deux petites filles. Mais Sam, qui est militaire de carrière, va être envoyé en mission par l'ONU à l'étranger. Il va confier à Tommy son frère, son plus jeune frère, qui vient tout juste de sortir de prison, la garde, en fait, enfin, ou en tout cas, il va donner comme mission à son frère de protéger sa femme et ses filles pendant que lui part au combat. Malheureusement, Sam va être porté disparu et puis progressivement présumé mort. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des nouvelles, on va leur dire voilà, on pense que votre mari est parti, on ne sait pas réellement, on n'a pas son corps, mais on pense qu'il est mort. Alors contre toute attente, et puis parce que c'est comme ça, Grace va apprendre davantage à connaître Tommy, elle va parler avec lui, elle va comprendre que c'est pas vraiment un mauvais garçon, de même il va se rapprocher des petites filles, parce qu'elles n'ont plus de père, parce qu'ils ont besoin de réconfort, tout simplement, il va prendre sa place comme son frère l'avait demandé, et va se créer un lien entre cet homme et cette femme, jusqu'au jour où Sam revient. Sam revient du combat, et on bascule dans autre chose. Et c'est un très grand film que ce Brothers. Alors j'en avais entendu parler parce qu'il était passé dans mon petit cinéma de quartier, puis je l'avais loupé. Je m'attendais pas, enfin je sais pas, je croyais que c'était une comédie romantique quelque part. Je m'étais pas du tout penché dessus. On m'en a parlé et je l'ai vu plus tard. Et quand je l'ai vu, je me suis dit c'est bien de ce film-là dont on parlait parce que c'est très bon, parce que c'est excellent. Servi par un casting excellent, l'un des premiers rôles, en tout cas c'était la première fois que je voyais au cinéma de Jake Gyllenhaal. Très très bon dans ce rôle-là du frère, c'est lui qui joue le rôle de Tommy. Tobey Maguire qui joue le rôle de Sam, donc le militaire, et puis Nathalie Portman dans le rôle de Grace. Et également les enfants qui sont excellents. Enfin, vraiment, c'est un très bon film. Et je vais passer à ma conclusion, tout simplement. Côté verso, le réalisateur Jim Sheridan signe là avec ce film un portrait intimiste d'une famille heureuse, puis recomposée, puis enfin qui se divise, pour au final proposer un drame intense et complexe. À noter l'excellence de l'écriture et le casting qui est excellent. Le prochain film est Beauté cachée. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'un homme joué par Will Smith, qui est un publicitaire new-yorkais à succès. Il avait tout pour réussir, sauf qu'un jour dans sa vie, il va y avoir un drame important qui va faire que, peu à peu, il va démissionner de cette dite vie. Ses collègues le comprennent, ils comprennent à la fois sa douleur, ils comprennent ce qu'il a vécu, mais en même temps, ils n'ont pas envie de le voir comme ça, et puis même professionnellement, c'est pas simple. Ils veulent pas le mettre à la porte. Alors ils vont essayer de réfléchir à comment ils peuvent l'aider au mieux, et qu'est-ce qu'il pourrait apporter pour faire que finalement il reprenne goût à la vie.
Et ensemble, ils vont réfléchir justement à cette possibilité d'offrir une nouvelle vie à cet homme. Et je veux pas trop en dire, parce qu'il y a plein de parts cachées dans ce film, il y a plein de trucs très beaux, très subtils, mais si on les énonce, ils ne seront pas compris. Je note qu'il y a encore une sacrée différence entre la presse qui donne la note de 1,9 sur 5, mais vous avez de la merde dans les yeux, quoi. Franchement, il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Et la note spectateur qui est de 3,8 sur 5. Alors, ce qui a dû déplaire dans ce film, c'est qu'il est très spirituel. Et moi, je le classe un film de bien-être, spiritualité. Son message est très fort, et au contraire, il y a plein de gens qui l'ont vu, et qui ont dit, pour moi, c'est un film culte, c'est un film marquant, parce que Will Smith est excellent dans ce rôle, parce que c'est une très belle histoire, parce que le casting, là encore, est de très bonne qualité. On a par exemple Edward Norton qui jouera le rôle. J'ai pas les noms, c'est un peu pénible, hein. J'ai les noms des acteurs, mais pas le nom de qui ils sont. Alors, ils sont qui ils sont. On a Kate Winslet, enfin voilà, le casting est bien choisi. Et c'est juste un très beau film, Beauté cachée. C'est une œuvre majeure, et moi je l'avais mis dans mon top 10 film 2017, parce que, à mon sens, c'est un très grand film. Et même les trucs qui, justement, peuvent sembler un peu anachroniques, on se dit, ouais, c'était pas logique. On comprend pourquoi c'était mis en place comme ça, et puis on comprend davantage de choses, un peu plus en progressant dans le film. Mais j'évite de spoiler plein d'éléments, de choses qui sont peut-être déjà avant l'annonce. Moi, je veux pas en parler. Je savais que c'était un beau film quand je l'ai lancé, je savais pas de quoi ça traitait, et j'ai préféré avoir la surprise, comme très souvent, et ça a été une très bonne surprise que ce film, Beauté cachée, et je vais passer à ma conclusion. Je suis désolé, j'en parle très très peu. S'il n'y avait pas de... Si je pouvais spoiler comme un salopio, si je pouvais tout dire, je peux vous raconter le début, la fin, ce que j'ai aimé ou pas, mais je veux vous garder une certaine forme de surprise, donc je préfère vous dire que c'était un très bon film, de le lancer, que c'est un bon rôle de Will Smith, hein, où il se réinvente dans un personnage un peu atypique. Dès le début du film, on est pris d'ailleurs. On se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi il fait telle ou telle chose. Enfin voilà, c'est juste un très bon film, et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, Beauté cachée est une œuvre dense, riche, émotionnellement forte, avec une véritable intelligence d'écriture. D'ailleurs, il pourrait très facilement être l'adaptation d'un roman. Quand on prend le temps de vraiment rentrer dans cette proposition de cinéma, on en sort nécessairement transformé. Le prochain film est Be Happy, et de quoi ça parle? Eh bien, ça me parle d'une jeune femme, Poppy, que l'on dit aussi drôle que fantaisiste, mais c'est pas comme ça que je la décrirais. Poppy, elle est insupportable, elle est toujours en train de faire des blagues, des mauvaises blagues, elle est toujours en train de rire. On peut pas avoir un sujet sérieux avec elle. C'est une femme qui, à mon sens, cache beaucoup de choses derrière un masque de clown, et qui a des vraies blessures d'enfance et des vraies blessures d'ado. Elle a grandi avec ça, maintenant elle est adulte. Les thérapies ne suffiraient pas, quelque part on aurait envie de lui conseiller de voir quelqu'un. Ceci dit, elle arrive à vivre. Elle est prof, ses élèves l'adorent parce qu'elle a ce côté immature et femme-enfant. Mais voilà, elle vit dans son monde à elle, et son monde à elle ne correspond pas aux critères de la vie telle qu'elle est réellement. Et je connais des gens comme ça qui vivent, qui travaillent avec des enfants, mais qui quand même, à côté de ça, sont complètement paumés dans leur vie. Quelque part, dans sa vie propre, elle est paumée. Et c'est sur cette galerie de personnages très très bien écrits, notamment ce rôle de cette jeune femme dont je donnerai le nom après, que va reposer ce film. On comprendra que de se créer un monde imaginaire comme ça peut être gentil, ça peut être bien sympathique, mais que parfois, quand on voit la réalité, on peut avoir des sacrés déconvenus, notamment lorsqu'elle va vouloir apprendre à conduire. Évidemment, elle est totalement immature, donc en plus, elle va pas tomber forcément avec le meilleur prof d'auto-école, et va dire c'est pas possible, faut que vous arrêtiez de rire, faut que vous arrêtiez, je suis en train de vous dire de regarder dans le rétro, on n'est pas en train de jouer, vous risquez votre vie, moi je suis pas là pour ça, d'ailleurs si c'est comme ça je vais rentrer chez moi, parce que j'ai d'autres choses à faire que d'être avec une folle comme vous. Et donc elle va se prendre un espèce de retour de réalité, très très bien réalisé à mon sens, même si ce film est vraiment inhabituel et inclassable, mais repose sur un duo notamment d'acteurs, puisqu'il y a l'homme de l'auto-école qui aura une importance dans ce scénario, et puis Poppy, même si le second rôle c'est intéressant aussi. Enfin voilà, c'est un film complexe en fait. Et sur l'affiche, il y a écrit Adopter la Poppy attitude, jamais de la vie. J'ai absolument pas envie de lui ressembler. On a l'impression que la nana elle est sous exta en permanence, qu'elle a pris des acides et qu'elle n'en serait jamais redescendue. Elle est invivable,
Elle est adorable en même temps, c'est pas une fille méchante, pas du tout, mais c'est juste qu'elle est d'une candeur qui peut sembler insupportable. Mais c'est toute la richesse de ce scénario qui repose sur cette immaturité de cette femme, d'une jeune femme qui est en train de devenir une adulte et à qui on va demander de le devenir de plus en plus. Et qui révélera des parts plus sombres en elle, parce qu'évidemment, on ne peut pas être qu'un clown, on ne peut pas être que heureux, on ne peut pas être que joyeuse. Et je vais passer à ma conclusion. De toute façon, Be Happy, c'est un film très particulier qui plaira ou qui plaira pas. Il a plu à la presse, qui l'a noté 3,9 sur 5. Et pour une fois, la note spectateur est un peu plus faible, 2,6 sur 5. Ouais, mais il faut accrocher avec ce film. On aime ou on l'aime pas. En tout cas, c'était une vraie proposition de cinéma, inhabituelle. Euh, Et si le but de Poppy était de nous rendre irascibles, ça a été le cas. Il y a plein de moments où j'avais envie de dire tais-toi, c'est-à-dire que même si elle était très très belle, elle n'est pas particulièrement laide, on n'a pas envie d'être avec elle, c'est impossible. On ne peut pas s'imaginer être en couple avec une femme comme ça. Avoir un enfant avec elle, c'est pas possible. Concevoir une vie de couple, c'est pas possible. Ou alors il faut qu'elle grandisse vraiment un peu. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, Be Happy est une œuvre étrange et marginale, qui parle d'une jeune femme qui tente comme elle le peut de fuir sa vie d'adulte, bien qu'évidemment elle en fasse partie intégrante depuis toujours. À noter la prestation de Sully Hawkins dans le rôle de Poppy et d'Eddie Marsa dans le rôle de Scott. Le prochain film est De toutes nos forces. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Julien, qui est un jeune garçon, un ado, qui, comme tous les gamins de cet âge-là, rêve d'aventure, de sensations fortes, de vivre des choses. Malheureusement, lui, sa vie, c'est d'être dans un fauteuil roulant, et il ne peut que les imaginer. Son père est un ex-sportif de haut niveau. Il faisait le Ironman, c'était une espèce de triathlon. Il y a des photos un peu partout de lui. Sauf que depuis la naissance de Julien, il a arrêté le sport, il a arrêté la compétition. Il a plus beaucoup de passion, il a une espèce de forme de mélancolie. Sa femme voit tout ça, elle comprend que il y a plus de communication entre eux. Elle comprend que Julien en souffre, elle comprend que son mari en souffre, que son compagnon en souffre. Et un jour, Julien va demander à son père, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Parce que j'ai l'impression que tu m'aimes pas, tu me regardes pas, on se parle pas, tu m'écoutes pas. J'aimerais, avec toi, faire l'Ironman. J'aimerais reproduire ce que tu as fait, j'aimerais que tu sois fier de toi, et que aussi tu sois fier de moi. Et malgré la difficulté évidente de cette compétition et de la préparation, eh bien, le père va accepter. Alors, c'est pas une grande œuvre que De toutes nos forces, c'est pas un très grand film. Ceci dit, la note spectateur est de 4,1 sur 5, quelque chose comme ça, presque 5 sur 5, parce qu'en fait, c'est un film familial. C'est un film qui est grand public. Et on sent un petit peu trop cet aspect grand public. Donc, pour moi, ça n'a pas été un grand film, néanmoins, il mérite quand même. C'est après le retour, je me suis dit, bon, ouais, c'était quand même pas si mal que ça. C'est pas ultra original, c'est pas extraordinaire. Je ne crois pas que ce soit inspiré de l'histoire vraie, ce qui aurait mis un côté en avant un peu plus. Ça reste sympathique. Je pense qu'effectivement, il plaira au plus grand nombre. Et donc, je vais passer à ma conclusion. Il n'y a pas grand-chose de dire en plus. Vous verrez à la bande-annonce, on voit tout ça, hein, c'est pas caché. Donc, je vais passer à ma conclusion. Côté verso, de toutes nos forces, bien que très classique, offre malgré tout un agréable moment de cinéma. Et nous raconte l'histoire d'une famille qui, comme elle le peut, va essayer de mieux se comprendre pour enfin regarder dans la même direction. Le prochain film est Oh My God. Et de quoi ça parle? Eh bien, on est dans l'Angleterre victorienne. On a Mortimer Granville, qui est un jeune et séduisant médecin, qui va rentrer au service du docteur Dalrymple, je pense que ça se dit comme ça, qui est spécialiste de l'hystérie féminine. Et ce professeur a mis au point un nouveau traitement, une nouvelle thérapie, quelque chose de très très nouveau pour l'époque, hein, puisque lorsque j'en parlais dans Augustine, on traitait plutôt l'hystérie féminine par l'hypnose et par une façon assez violente, brutale. Jung avait assez peu d'égards de même pour l'hystérie féminine, enfin voilà, c'était assez dur, c'était... Eh bien eux vont se dire que plutôt que de repousser, comme une honteuse maladie finalement, ce que les femmes, ce qui émane de la femme, ils vont apprendre à le dompter, ils vont apprendre à se réconcilier avec. Et donc, et c'est tiré de faits réels, vous pouvez aller voir si vous tapez
hystérie féminine et premiers soins, hystérie féminine thérapie, ils vont comprendre que le mieux, c'est peut-être simplement de donner la part de plaisir que le corps de ces femmes réclame. Et progressivement, ils vont mettre au point des techniques de massage sexuel. Alors ça n'a rien de sexuel, hein, c'était vraiment médical à l'époque. Il n'y avait pas du tout la visée de coucher avec la patiente ou autre, c'était vraiment pour les aider, mais comme c'était une découverte, ils ne pensaient pas, par exemple, le commercialiser et à dire à la personne, prenez-le chez vous. C'était vraiment une découverte médicale. Et progressivement, de test en test, de trucs à plumeaux, à plumes, déjà, ils vont se rendre compte que les patientes vont beaucoup mieux, ils vont se rendre compte que leur clientèle se renouvelle énormément, et progressivement, ils vont être amenés à créer, à conceptualiser le premier vibromasseur qui depuis, masseur n'a jamais disparu. Parce que pour le coup, une fois que ça a été créé, maintenant c'est rentré un peu partout. On peut même les retrouver à la Redoute. Évidemment pas dans la catégorie sexuelle, mais dans la catégorie soins du visage. Il y a toujours une espèce de forme d'hypocrisie. L'hystérie féminine a été combattue, a été délaissée en laissant la part de féminité aux femmes, tout simplement. Et ce film, différemment d'Augustine, différemment de Dangerous Method, qui parlait de la même hystérie féminine, mais sous un aspect beaucoup plus sombre, va être une comédie, drôle, évidemment un peu grinçante. Hein. On verra pas de scène, hein. On verra, potentiellement on peut voir une femme qui a les jambes écartées, mais on verra pas l'entrejambe. D'ailleurs, ils expliquent bien pour le tournage, il n'y a pas eu du tout ce genre de truc. Hein. Les femmes n'étaient pas déshabillées. Mais ça me parlait de ça, de cette petite part sombre qu'on veut pas voir, qu'on met trop de côté, et qui a créé cette hystérie féminine pour le coup. Où à l'époque, les femmes refusaient tellement leur désir, c'est-à-dire qu'elles commençaient, elles commençaient à ressentir des choses, mais pour eux, c'était quelque chose de maléfique, de néfaste, de négatif. On leur disait que c'était le diable. Pourquoi pas? Elles étaient des sorcières. Elles sortaient de ça, hein, d'années où on a dit que les femmes étaient des sorcières et brûlées sur le bûcher parce que juste elles émanaient de leur féminité. Eh bien, elles vont apprendre à se réconcilier avec leur corps et à devenir des femmes, tout simplement. Et j'ai bien aimé ce film parce qu'encore une fois, c'est un film complètement ovni, c'est un film complètement barré, c'est un film complètement déjanté qui peut plaire à la fois aux femmes, enfin celles qui oseraient dire que oui, effectivement, elles aiment avoir recours à ce genre de petits gadgets, ou aux hommes qui ont compris l'intelligence de ce petit matériel, c'est-à-dire que l'homme n'était pas forcément l'idéal. En plus, d'ailleurs, les vibromasseurs sont plutôt, quand même, malgré tout, une représentation phallique, en général. Enfin voilà, j'ai bien aimé cette comédie, déjantée. Alors évidemment, la réalisatrice disait que c'était un peu compliqué, hein, quand elle a fait le tournage, d'accepter les jeunes femmes qui avaient accepté au casting, de parler de leur sexualité et autres, qu'il y a eu des scènes un peu hilarantes dans des aéroports où il y a des vibromasseurs qui ont été capturés. Eh bien, tout ça va être traité avec légèreté, et il faut traiter ces choses-là, à mon sens, avec légèreté. Il fallait en parler libérément, en libérant la parole. Et c'est chose faite avec Oh My God, et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, c'était audacieux de parler ainsi de la sexualité et des secrets intimes des femmes. Et encore davantage d'en parler en faisant une comédie. Presque grand public, tout en n'oubliant pas de nous instruire. Le prochain film est Patterson, et c'est une espèce de fable onirique. Ça nous parle d'un personnage qui s'appelle Patterson, qui vit à Patterson, au New Jersey. C'est une ville qui à l'époque était connue pour ses poètes, de Carlos Williams à Allen Ginsberg. Aujourd'hui, la ville est un peu tombée en désuétude. On va comprendre sa vie. Il est chauffeur de bus depuis une trentaine d'années. Il a une vie qu'il mène avec sa femme, Laura. Une vie heureuse, bien que sans grand intérêt. Elle est un peu fantasque. Elle est un peu inhabituelle, et même leur vie est un peu inhabituelle. Et finalement, dans ce film, ça me parlait d'espèces de mélancolie du jour, ou de l'erreur du temps, ou de la routine peut-être, mais pas de leur couple, nécessairement, mais en général. Et tous les jours, Patterson va refaire les mêmes choses, va revoir les mêmes gens, va revivre les mêmes trucs. Et sentant cette mélancolie, comme on peut l'être dans des grandes villes, comme paraît-il Manchester, qui est une ville très mélancolique, eh bien il va décider d'écrire sur un petit carnet ce qu'il ressent. Des textes comme ça, lâchés comme je pourrais le faire. Pas des grandes poésies, des petits trucs. Des petits moments de vie qu'il va capturer, et qui progressivement, évidemment, deviendront des poésies. Il s'estime pas être poète lui-même, mais il a un certain talent d'écriture, et surtout, il décrit les choses comme on pourrait les peindre.
Et finalement, ce film parle de ça. C'est une espèce d'œuvre poétique, très lente, une espèce aussi peut-être de presque un film d'art d'essai de Jim Jarmusch, bien que son cinéma ressemble déjà beaucoup à ça. C'est un film d'auteur, c'est un film qui pourra plaire peut-être sans doute aux gens qui ont l'envie d'écrire, aux gens qui aiment la poésie, aux gens qui aiment cet aspect un peu mélodramatique de la vie. On sait très bien que la vie n'est pas qu'heureuse, n'est pas que... Et il est pas malheureux en soi, hein. Avec sa femme, ils ont tout pour être heureux, ils ont un foyer, il va promener le chien, mais il comprend qu'il y a cette routine, cette lassitude, et donc il va l'écrire et la décrire. Je ne sais pas à qui je peux conseiller ce film. C'est un peu un plaisir coupable dans le sens où voilà, je peux le conseiller à personne, mais c'est une belle œuvre que Patterson. Moi j'ai bien aimé. Je l'ai vu au cinéma, je le reverrai pas nécessairement, mais ça proposait quelque chose de nouveau, et j'ai bien aimé cette expérience cinématographique qui, quand même, ça m'étonne pas tellement, a été notée par la presse 4,1 sur 5. Vous savez que la presse aime bien les films comme ça un peu intello, parce que oui, c'est un film qui inévitablement aura une étiquette intello. Ceci dit, un de spectateurs est de 3,5 sur 5, ce qui semble montrer que même le grand public a quand même compris ce que voulait proposer le réalisateur avec ce film. Et je vais passer à ma conclusion, s'il y en a vraiment une à donner. Patterson est une ode à la poésie, et plus particulièrement à la répétition des petites choses, la mélancolie du quotidien. Celle qui permet malgré tout de ne pas sombrer dans une forme de dépression, de cette maladie étrange qu'est la vie, tout simplement. Le prochain film est Nerve, et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'une société dystopique, à la Black Mirror encore et toujours, où les jeunes gens jouent énormément un jeu qui s'appelle Nerve. C'est un jeu qui est diffusé en direct sur internet, et qui propose des défis filmés, donc on n'est vraiment pas très loin de la réalité des choses. Et on a une jeune femme qui s'appelle Vi, qui elle, pour le moment, prend ça avec du recul, elle trouve ça, elle n'arrive pas à comprendre, elle est un peu timide, elle est un peu, voilà, elle est en recul. Elle ne fait qu'observer, et puis progressivement, aussi pour prouver des choses à ses amis, parce qu'elle a une amie qui, elle, est à fond dedans et qui... elle veut lui prouver des choses, et donc, elle va se lancer un défi, et pour ce, parfois les défis se font à deux, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Yann, et ensemble, ils vont s'associer pour lever des challenges de plus en plus risqués, et pour gagner toujours plus d'argent, parce qu'évidemment, plus vous prenez de risques, plus vous gagnez d'argent. Mais bientôt, ces deux jeunes gens vont se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'ils font, toutes les choses qu'ils vont faire vont avoir des répercussions qui sont suivies en permanence, et que du coup la communauté leur demande toujours davantage, et que la communauté leur demande de prendre toujours plus de risques. Je vous le disais, on est vraiment dans un épisode à la Black Mirror, mais c'était avant Black Mirror. Et je vais pas en parler plus que ça, parce que c'est le genre de cinéma qui habituellement ne me plaît pas du tout. Science-fiction, action. Sauf que Nerve, c'est quand même bien foutu. Et en l'occurrence, voilà, c'est un film dynamique. Je me suis pas ennuyé une seule minute pendant ce film. Ça va à 100 à l'heure. C'est punchy. C'est vraiment pas le cinéma que j'aime habituellement, quoi. C'est pas le cinéma que j'aime. Mais c'est bien foutu, Nerve. Et puis après, je me suis découvert une passion sur Black Mirror, ce qui m'étonne un petit peu moins. Finalement, c'est un espèce d'épisode de Black Mirror condensé en 1h30. Ouais, c'est bien, quoi, tout simplement. Il y aurait des choses à en dire, hein. Sur la fin, tout n'est pas excellent. Mais ça proposait quelque chose de nouveau pour l'époque. De... À mon sens, quand je disais dystopique, oui, parce que d'ici quelques temps, il ne serait pas étonnant du tout que se mette en place un truc comme ça. Ça montrera aussi les mécanismes, hein. Il y a un mélange de télé-réalité quelque part, et puis de challenge comme on les voit maintenant, et là on a le mélange des deux. Et ce genre de truc, quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, mais ça marcherait. Inévitablement. Alors la loi ferait que non, hein. La loi interdirait assez vite. Plus vite en l'occurrence que dans ce film. Mais vous prenez des paris, vous prenez des jeunes, vous prenez des followers, vous prenez des millions d'abonnements, vous prenez des gens qui ont une petite communauté qui disent tiens, si je fais tel ou tel truc super dangereux, je vais gagner des vues et donc je vais gagner de l'argent. Ça ne peut que marcher, évidemment. Et inévitablement, ça ne peut qu'attirer des ennuis, à la fois à ces jeunes et puis à la fois aussi à la communauté qui aurait mis en place un tel partage de programme. Côté verso, il y a eu un avant et un après Black Mirror. Et dans cet avant, Nerve a une place de choix. Mélange de films d'action,
d'anticipation et de romance. Il donne un agréable divertissement qui amène à se poser des questions, sans pour autant en avoir toute la portée philosophique. Le prochain film est AI, Intelligence Artificielle, et a priori ce film aurait un très mauvais retour à sa sortie. Et pourtant c'est bien un film de Spielberg, et pourtant c'est un bon film de Spielberg, même si on peut le diviser en différentes parties et que toutes ne m'ont pas plu autant les unes que les autres. De quoi ça parle? Eh bien, il n'est pas simple de parler de ce film parce qu'il est riche, dense et complexe, mais en gros, c'est l'histoire d'une famille. Ils ont un enfant, alors je ne sais plus à quel moment ça se produit. L'enfant va sombrer dans le coma. Il est malade, il va sombrer dans le coma. Et à cette époque futuriste, on peut proposer aux parents d'adopter des enfants, des androïdes en quelque sorte, des enfants robots. Et donc, ils vont faire rentrer dans leur famille un petit garçon du nom de David. Il y a comme ça une scène très intéressante où la mère va programmer son enfant selon ce qu'elle aime, selon... Ils vont aimer beaucoup David, parce que c'est un gentil petit garçon, quoi, qu'il est amical, qu'il est doux, qu'il est bienveillant, qu'il a plein de qualités, et qu'en plus il semble vraiment recelé d'une puissance émotionnelle quelque part, et presque d'une conscience donc humaine. Malheureusement, un événement va faire que la place de David va changer dans la maison. Voilà, j'ai pas envie de dire plus de choses, j'ai envie de garder une part de surprise. Moi, la première partie du film m'a vraiment touché, et de toute façon, elle est très émouvante, hein. J'ai moins aimé la seconde partie, mais en fait, la seconde partie est légitimisée par ce qui s'y passe, hein. Il était normal que, par rapport à ce déroulé de l'action, eh bien, effectivement, le film bascule dans autre chose. C'est une œuvre trop méconnue de Spielberg. C'est une œuvre qui mérite beaucoup plus d'être réactualisée, d'être vue. Moi, je l'ai vue très tardivement. Je pensais que c'était un film très naïf. Alors justement, je pensais que c'était un film pour enfants. Ça n'est pas du tout un film pour enfants. Certes, ça traite des enfants. Il y aura 2 enfants dans le film qui auront une importance. Mais c'est un film beaucoup plus mature et même assez dur, finalement, qui parle de cette possibilité. On parle des intelligences artificielles, on parle du futur. On parle de... Mais est-ce qu'on va pas trop imaginer que ce ne sont que des machines, et les dénuer de tout sentiment? Et ce film parle de ça. De cette possibilité qu'on aurait, même avec une... Est-ce que le robot saurait qu'il a été créé? Est-ce que comme dans le film Here, où la jeune femme sait que c'est une intelligence artificielle, est-ce que tous auront conscience qu'ils le sont réellement? Est-ce qu'il n'y aura pas des concepteurs qui auront fait en sorte que... Et dans ce film, va se poser cette question de où s'arrête l'intelligence artificielle et où commence véritablement la conscience humaine en quelque sorte. J'en parle très mal, mais c'est pour éviter de vous donner des éléments du film. Si vous aimez la science-fiction, l'anticipation, si vous aimez Spielberg, vous êtes sur une de ses œuvres majeures. Tout n'est pas idéal, ce que disaient un peu les critiques. La première partie est très belle, très touchante. La seconde, c'est autre chose. Bien que d'autres ont préféré, parce qu'il y a plus d'action dans la seconde partie. Moi, j'ai bien aimé l'ensemble. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est un beau film, tout simplement. AI, intelligence artificielle. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, AI, intelligence artificielle, est une œuvre trop méconnue de Spielberg. C'est pourtant, à mon sens, avec ce film qu'il renouait avec le cinéma sensible, qui avait été jadis sa force. Ready Player One, par exemple, est un très grand moment de divertissement, mais il semble manquer un peu d'âme. AI, lui, était certes moins marketé blockbuster, mais il offrait davantage une œuvre plus sensitive, plus intimiste. Et c'est à ces égards que je ne saurais que trop vous le conseiller. Le prochain film est un ovni du genre, c'est Rock'n'Roll, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Guillaume Canet, joué par Guillaume Canet, qui est donc un comédien de 43 ans, qui est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux, il est en couple avec Marion Cotillard, qui est jouée par Marion Cotillard. Ils ont leurs enfants, je ne sais pas si on les verra dans le film, mais en tout cas leurs enfants sont nommés. Il a une vie comme ça classique, très plan-plan, on peut l'imaginer, très dans une espèce de routine. Et puis un jour, sur un plateau de tournage, il rencontre une gamine de 20 ans qui va lui dire « Mais monsieur Canet, est-ce que vous pensez que votre temps n'est pas un peu passé, que le meilleur pour vous est derrière? Parce que quand même, à votre âge, vous commencez à avoir des cheveux blancs peut-être, enfin vous n'êtes plus grand-chose de jeune, vous n'êtes pas rock'n'roll tout simplement. » Évidemment, ça lui pose des questions, il va rentrer, il va parler avec Marion Cotillard qui est en train de... Il y a une scène hilarante où elle est en train d'apprendre le québécois.
Donc elle est en train de réviser les cours. On sent bien qu'effectivement, il y a ce truc, hein, une espèce de routine qui s'est engagée. Et Guillaume Canet va se réinventer et va vouloir montrer au monde entier, à son couple, à ses amis, à ses proches, qu'il est toujours rock'n'roll et qu'il sait toujours s'amuser et qu'il est capable du pire comme du meilleur. Et là, le film bascule en une espèce de fable moderne grotesque où Guillaume Canet va s'en mettre plein la tête. Indirectement, lui s'en rend pas compte, mais d'ailleurs plein la tête par tous les niveaux. Il va boire plus que de raison, il va prendre de la drogue, il va faire tout ce qu'il n'avait pas fait avant, ou tout ce qu'il a fait un petit peu, et il va détruire son couple. Mais concrètement, je veux dire, il va détruire l'image qu'on pourrait avoir de lui-même. Il va détruire l'image de Guillaume Canet, qui par exemple va sur les hippodromes et qui fait du cheval, et il va détruire cette image de petit bourgeois, de lui, de Marion Cotillard, de ses enfants, puisque il joue son propre rôle. Alors on pourrait penser que c'est une espèce d'ego trip, comme certains acteurs le font, pour dire voilà, je vais parler de ma petite personne, et puis je vais le faire en côté pour montrer que je suis pas qu'un bobo. Mais là, je sais pas, je m'avance peut-être un petit peu trop. Je suis sur un statut un peu closer, quelque part, journaliste mouche à merde. A priori, à cette époque, Marion Cotillard aurait une liaison avec Brad Pitt. Et je me demande si ce film n'est pas une espèce de revanche des deux, pour se dire des choses en cinéma, qui peut-être passeront inaperçues pour les gens qui le regarderont, mais qui pour eux veulent dire beaucoup, parce qu'ils vont s'en foutre plein la tête. Et surtout Guillaume Canet, qui va pas hésiter à se ridiculiser une seule seconde. Alors ça va aller très loin. C'est une espèce de démesure, dans du grandiloquent, du grotesque. Clairement, il va frôler le grotesque, mais c'est voulu, c'est réfléchi. Et c'est audacieux, et des fois on rit dans la salle comme devant des films, je sais pas, comme devant certaines scènes de Quentin Dupieux, on se dit que c'est complètement débile, mais bon, ça fait rire quand même. Bah là, c'est la même chose, on l'aurait un peu gêné, on va arriver les gens autour de nous, on va se dire est-ce qu'ils sont rock'n'roll ou pas. Moi, j'ai un peu ce truc à me dire, je suis sûr que les gens autour de moi, là, il y en a plein qui sont choqués, parce qu'il est en train de défourailler une fille, tout en... Bah voilà, quoi. Il va y aller brut, il va montrer qu'il est rock'n'roll, qu'il est capable de s'éclater. Il y aura des guest stars de choix, je ne vais pas dire qui, mais vous aurez quelques surprises dans ce film, puisque les acteurs et les chanteurs jouent leur propre rôle. Tout le monde est ce qu'ils sont dans la vraie vie, hein, je ne crois pas qu'il y ait de nom inventé. Hein. Donc, à mon sens, c'est une espèce de revanche porn, quelque part, et plutôt que d'avoir fait une caméra cachée de leurs ébats amoureux, ils ont décidé de montrer leurs ébats sentimentaux, et peut-être un retour, et peut-être une vengeance personnelle qui a été mise en cinéma. Je pense pas qu'il y aura un Rock'n'Roll 2, je pense pas qu'il y aura un film comme ça. De toute façon, maintenant, la recette est éculée, fallait oser le faire, mais c'est quand même bien foutu. Et donc, moi, j'ai bien aimé ce film. Je me suis marré beaucoup, j'ai eu beaucoup de fou rire, et c'est rare, parce que ça va loin, parce qu'on est dans l'humour noir, hein, presque, hein, du coup, très cynique, très sinistre, mais que ça reste malgré tout drôle. À réserver à un public averti, parce qu'il y a plein de gens très prudes qui pourraient être choqués, qui vont dire mais non, encore une fois, c'est trop audacieux, c'est plus du cinéma, ça devient vulgaire par moment. Oui, ce sera vulgaire. Oui, quand il prendra une jeune fille par les fesses, il va dire je vais t'en mettre plein. Voilà, il utilisera les mots. Oui, il va y avoir de la drogue, oui, il va y avoir de l'alcool. Ce film, c'est le nom rock'n'roll, et le rock'n'roll, ça symbolise un petit peu quand même tout ça. Le rock'n'roll sans sa dangerosité n'est plus du rock'n'roll. Donc moi, ce film, j'ai ressenti comme tel, et même presque un esprit punk, et donc j'ai bien aimé. Et je m'en fous que ce soit un ego trip, ou que ce soit... Enfin, c'est pas grave. Dans l'absolu, j'ai bien aimé le film, et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Comme l'aurait dit quelqu'un qu'on ne cite pas si on est un vrai rocker. Il est vrai qu'en cette année 2017, Guillaume Canet signait avec ce film une œuvre audacieuse, déjantée et totalement allumée. On pourrait même dire dynamitée. N'hésitant pas à faire de sa vie une véritable parodie grotesque, pour le plus grand plaisir des spectateurs voyeuristes que nous sommes.